Bonjour à tous, dans cette vidéo sur la sécurité des procédés. Bonjour à tous, sur cette vidéo sur la sécurité des procédés, nous allons corriger les TD 3 et 4.1. Tout d'abord, le TD 3 sur la revue ASOP. Nous allons donc réaliser une revue ASOP sur une installation donnée. Et nous allons regarder quels sont les outils à notre disposition pour protéger l'installation. Dans un premier temps, il faut bien lire le document numéro 1 sur la structure de travail. Donc on parle de deux réservoirs de stockage dans lesquels on va stocker des acides, des esters méthyliques, et que les réservoirs seront remplis ou seront vidangés avec des débits de 500 m3 par heure. Les réservoirs sont équipés d'instruments permettant de garantir la sécurité avec des vannes de blanketing. Ce sont des vannes de balayage à air sec pour éviter la condensation dans les réservoirs, des soupapes de respiration et des disques de rupture. Les documents fournis sont la vue en coupe du réservoir, les caractéristiques générales du réservoir, la liste et la localisation des tubulures et les principales conditions de calcul. Pour les équipements spécifiques, nous avons un schéma PID des installations, une spécification des réservoirs, une spécification et une documentation pour les vannes de détente autopilantées, pour les soupapes de respiration et pour les disques de rupture. L'objectif de ce TD va être dans un premier temps de repérer les différents circuits que l'on a sur notre schéma PID, de repérer les instruments dont on a parlé juste avant, et ensuite de réaliser la revue ASA. Déjà, prenons le schéma PID. Donc nous voyons que nous allons avoir dans les réservoirs des esters méthyliques d'huile végétale, d'huile animale ou d'acide gras. Quels sont les différents circuits? Donc nous avons d'abord un circuit le circuit de réception. Le circuit de réception, il va me permettre de remplir par le bas mes deux réservoirs, celui de 4300 m3 et celui de 5400 m3. Ensuite, je vais avoir mon réservoir. Ensuite, je vais avoir les possibilités de remplir aussi par des coulées mélangeuses. Donc, on va venir rejoindre les mêmes tubulures que pour la réception navire. Je vais aussi avoir un circuit de brassage à l'air sec, ici, qui va me permettre de faire le balayage. Donc il faudra que je prévoie des vannes de balayage à air sec. J'ai également mes tubulures pour le chargement. Donc en sortie de réservoir. Et enfin, j'ai mes circuits pour mes circuits thermiques. Enfin, j'ai mes circuits thermiques qui sont ici pour réchauffer ou refroidir, surtout pour réchauffer, en tout cas pour thermostater le contenu de mes réserves. Donc j'ai différents circuits. Maintenant, pour rechercher les différents instruments, je vais regarder les données que j'ai pour les instruments. Donc pour les vannes de balayage à air sec, ils sont ici, en anglais c'est blanketing van. Je vois que leur repère c'est PCV 100-209 et PCV 100-109. Donc je cherche si je les ai. Et oui, effectivement ici j'ai la PCV 100-209 et sur l'autre réservoir en haut à gauche la PCV 109. Donc ça c'est les vannes
de blanketing. Ensuite, j'ai mes vannes de respiration. Les vannes de respiration, elles sont ici. Et elles sont repérées par SV100208 et SV100108. Je les ai effectivement, elles sont là. Et en haut, sur l'autre réservoir aussi. Et donc ça, c'est les vannes de respiration. Et enfin, j'ai mes disques de rupture. Les disques de rupture, ils sont repérés par les cotes SE100211 et SE100212, SE100111 et SE100112. Ils sont donc juste à côté, ici, et ici. Ça, ce sont les disques de rupture. Bien. Une fois que c'est fait, la prochaine question, c'est de réaliser la revue ASOP. Pour la réaliser, nous allons remplir les tableaux qui sont donnés. Donc au niveau des tableaux, on va avoir la dérive, la cause, la conséquence, ou les conséquences, les protections, prévention, les actions et les fiches d'action. Alors c'est la fiche d'analyse 1. La référence du document, on va se référer par rapport au PID. La révision, il n'y en a pas pour l'instant. Et puis la date, c'est la date à laquelle je réalise la vidéo, donc le 26 janvier 2021. On ne va pas s'occuper des actions DFA, on va rester sur dérive, protection, prévention. Donc si j'ai plus de pression statique dans le réservoir, donc je vais essayer de déterminer la cause de ça. La cause de ça, c'est par exemple que ma vanne de balayage à air sec est bloquée ouverte. Donc la vanne de blanketing est bloquée ouverte. Ça crée plus de pression dans mon réservoir. Les conséquences vont être une montée en pression, donc la pression va augmenter dans mon réservoir, et je pourrais avoir une rupture de la liaison robe-toit. La protection, ça va être des soupapes de respiration. Ces soupapes de respiration, il faut déterminer quel est leur tarage, donc à partir de quelle pression efficace elles vont se mettre en route. Donc je regarde dans la documentation que j'ai. Et je vois que en surpression, ça va commencer à s'ouvrir à partir de 20 grammes par centimètre carré efficace, c'est-à-dire 20 millibars. Donc je vais pouvoir noter ça. Mes soupapes de respiration, elles sont tarées à plus 20 millibars efficace. L'autre possibilité, c'est une expansion diurne. La journée il fait plus chaud, ça chauffe le contenu du réservoir se dilate, et donc on a une augmentation de la pression, ou alors ça va être un remplissage du réservoir avec la soupape de respiration qui va être bloquée. Dans ce cas-là, je vais pouvoir avoir une augmentation de la pression
qui va entraîner une rupture de la liaison robe-toit. Heureusement, j'ai un disque de rupture qui lui est taré, à vérifier dans la donnée dans les données, mais qui est taré à plus 30 millibars efficace, qui laisse bien la possibilité à la soupape de respiration de faire son travail, puisque la soupape de respiration est montée sur ressort. Donc, une fois que la surpression est lâchée, elle va se refermer, alors que le disque de rupture, lui, va se casser, et on ne pourra plus l'utiliser, il faudra le changer. Donc on laisse bien une soupape de respiration tarée plus basse que le disque de rupture. Si maintenant j'ai plus de pression en statique dans l'espace annulaire, comme l'espace annulaire est ouvert, bah c'est sans objet. Et si j'ai plus de pression dynamique, alors qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai un réservoir qui est plein, et il va être connecté avec le réservoir qui est vide. Donc c'est l'inverse. J'ai un réservoir qui est vide, le réservoir voisin est plein, et on va les connecter. Donc lui va se remplir, et la pression va donc monter. Je vais avoir une montée en pression, et donc une rupture possible de la liaison robe-toit. Est-ce que j'ai une protection, une prévention suffisante? Donc là, ça va être le travail de la vanne de la soupape de respiration. Ça va être le travail de la soupape de respiration. Est-ce que si je remplis mon réservoir, ça va fonctionner? Alors, je sais que mon réservoir, je le remplis à 500 m3 par heure maximum, et on voit que pour le transfert ou pour la vidange, les soupapes sont efficaces jusqu'à 800 m3 par heure. Donc elles sont bien dimensionnées. Donc je note. J'ai eu la bonne prévention, ce sont des soupapes de respiration qui sont dimensionnées. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue et comme vous avez le corrigé et qu'on a bien expliqué la partie montée en pression, la partie où on va avoir moins de pression, on va simplement la survoler. Donc on peut avoir moins de pression dans le réservoir pour pas mal de raisons. Le risque, c'est qu'on a une baisse en pression, donc une mise en dépression et une possibilité de la rupture de la liaison robe-toit ou un collapsage. Dans un premier temps, les soupapes vont fonctionner, elles sont tarées à moins 2,5 millibars efficace. Et sinon, c'est le disque de rupture qui lui est taré à moins 5 millibars efficace. On va passer maintenant au cas de la température. Donc là, c'est si on a un problème avec le circuit thermique. Si par exemple, la température augmente, alors soit parce que on a un stockage plein de produits à réchauffer et que la vanne d'alimentation est bloquée ouverte. Donc la vanne du circuit thermique, elle est bloquée ouverte. Dans ce cas-là, la pression va monter et on va pouvoir avoir à nouveau comme conséquence une rupture de liaison robe-toit. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, on va avoir une dilatation du produit, donc un surremplissage et un débordement. Et c'est pour ça que l'espace annulaire est prévu. Si j'ai moins de température, donc par exemple c'est parce que la vanne est bloquée fermée, là, surtout si j'ai des esters méthyliques et d'acides gras, je vais pouvoir avoir un figeage, mais c'est pas très dérangeant. En cas de problème de débit, le problème qui va être connecté à ça, c'est les problèmes de pression qu'on a déjà vu. Pareil dans le cas du problème de débit inverse. Maintenant, les autres problèmes qu'on pourrait regarder, c'est les problèmes de remplissage. Mais pour les problèmes de remplissage, donc par exemple plus de niveau dans le réservoir ou moins de niveau dans le réservoir, ou plus de niveau dans l'espace annulaire,
Donc ici, dans tous les cas, c'est parce que par exemple, donc plus de niveau, ça veut dire qu'on va avoir une mesure de niveau défaillante, et en même temps que le remplissage. Donc le problème, ça va être un débordement. Donc on va installer une alarme de remplissage indépendante de la mesure du niveau. Si on a moins de niveau dans le réservoir, on pourrait avoir comme conséquence, un pompage à vide. Donc là, le problème, ce serait pour la pompe. Et plus de niveau dans l'espace annulaire, la conséquence, ça serait un débordement sur site. Et donc là, on va mettre la LAH du réservoir, mais aussi une LAH de l'espace annulaire. Enfin, la qualité, c'est en cas de fuite du serpentin de réchauffage. Alors là, il va falloir faire... Donc les conséquences, c'est augmentation du niveau d'eau dans le réservoir, et donc il faudra faire une vidange de point bas. Attention à l'eau, hein, on pourrait avoir une augmentation de température à un boil-over, et donc possibilité d'accident. Donc là, nous avons survolé la partie TD numéro 3. Bien sûr, le corriger est beaucoup plus complet, mais l'objectif, c'était surtout de bien vous faire comprendre la logique pour pouvoir remplir ces cases. Maintenant, on va passer à l'arbre de conséquences. Donc le TD 4.1. Donc dans le TD 4.1, on vous donne des données de base avec ce montage. Donc un réservoir principal avec un capteur de température lié à deux automates. Un automate qui va être lié à la vanne d'ajout du réactif et un qui va être lié à la vanne du circuit thermique de réchauffage. On va essayer de chercher, donc d'analyser les probabilités de défaillance. Et donc les probabilités de défaillance retenues pour cette application sont les suivantes. Donc la perte d'utilité, donc la défaillance du système de régulation thermique, suivie d'une défaillance de la mesure de température, défaillance de la transmission d'alarme, défaillance de l'intervention de l'opérateur et défaillance de la transmission des signaux, avec chacun une probabilité d'occurrence par an. Et on vous demande, à partir du diagramme de la page suivante, calculer la probabilité des différentes situations et conclure sur la probabilité d'occurrence d'emballement de la réaction sur perte du système de refroidissement. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on prend le diagramme et on va commencer à le remplir. Donc la première probabilité, son risque d'occurrence, c'est 0,1. La seconde probabilité, c'est la défaillance de la mesure de température, c'est 7 10 puissance moins 3 son occurrence. Donc 0,07. Soit un succès avec une probabilité de 0,993. Pour la probabilité T3, c'est-à-dire la défaillance de l'opérateur, ça va être une probabilité de 0,09, soit un P-1 de 0,91. Pour la probabilité P4, c'est-à-dire la défaillance du rétablissement du système de refroidissement, la probabilité va être de 0,01. Et le succès va être de 0,99. Enfin, pour l'échec de l'inhibition automatique par l'automate donc sur la vanne d'ajout du réactif, la probabilité de défaillance va être de 9-10-2, donc 0,09. Et donc le succès va être de 0,91.
Donc si on suit chaque chemin, on peut avoir différentes probabilités. Pour le chemin numéro 1, c'est-à-dire tout au succès, retour au fonctionnement normal, la probabilité est de 0, la probabilité est de 9,0 fois 10 puissance moins 2. Pour la mise en sécurité de l'installation avec un arrêt des opérations, la probabilité est de 8,2 fois 10 puissance moins 4. Pour l'emballement de la réaction en suivant ce chemin-là, la probabilité est de 8,1 fois 10 puissance moins 5. Pour la mise en sécurité avec un arrêt des opérations en suivant ce chemin-là, la probabilité est de 8,1 fois 10 puissance moins 3. Pour l'emballement de la réaction, ici, la probabilité est de 8,0 fois 10 puissance moins 4. Et enfin, pour l'emballement de la réaction tout court, c'est de 7,0 fois 10 puissance moins 4. La somme des probabilités, on vérifie qu'elle est bien de 0,1, la probabilité initiale. Quelle est la probabilité d'occurrence dans l'emballement de la réaction? Eh bien, on voit qu'on a trois chemins qui y amènent. Ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là. Donc la probabilité d'emballement, elle est égale à 8,1 fois 10 puissance moins 5 plus 8,1 fois 10 puissance moins 4 plus 8 plus 7,0 fois 10 puissance moins 4, soit une probabilité d'emballement qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 3. Alors 1,10 puissance moins 3, c'est la limite pour passer du tolérable à l'intolérable pour les dangers critiques. Par contre, le risque sera tolérable si on a un danger qui va être donc 1,10 puissance moins 3, c'est la limite pour passer de tolérable à intolérable au niveau du risque quand on a un danger qui va être catastrophique. Mais pour le cas de danger critique, modéré ou peu important, on sera avec une probabilité de 1,6 10 puissance moins 3 dans les risques tolérables. Si maintenant on change un petit peu la situation, cette fois-ci, on va avoir trois mesures de température distinctes, une pour la régulation ici du système de refroidissement, une pour l'injection de l'inhibiteur et une... Ah d'accord, putain, c'est l'inhibiteur. Qui va gérer l'automate de la vanne d'addition de l'inhibiteur. Ici, avec le capteur de température qui sera relié à l'automate pour l'addition qui contrôle la vanne d'addition de l'inhibiteur de la réaction. Cette fois-ci, on a trois mesures de la température, une qui sera reliée une pour la régulation du système de refroidissement, une avec une alarme au seuil T1 et une au seuil T2 pour l'injection de l'inhibiteur. On veut construire le diagramme et l'arbre de défaillance et avec les mêmes probabilités qu'au 1, calculer la probabilité de différentes situations et conclure sur la probabilité d'occurrence de l'emballement de la réaction sur la perte du système de refroidissement. Donc c'est parti. Voici le nouveau diagramme.
voici le nouveau diagramme. Donc cette fois-ci, la défaillance donc, du système de refroidissement, c'est 0,1. L'alarme signifiant la montée en température, sa défaillance, c'est 0,09. Le rétablissement du système de refroidissement par un opérateur, la défaillance, c'est 0,01. Donc le succès, c'est 0,99. Et enfin, la défaillance du système d'inhibition, c'est 0,09 en probabilité, soit un succès de 0,91. Ce qui nous amène aux probabilités de 0,09 pour le retour au fonctionnement normal, de 8,3 fois 10 puissance moins 4 pour la mise en sécurité de l'installation, de 8,2 fois 10 puissance moins 5 pour l'emballement de la réaction, de 8,2 fois 10 puissance moins 3 pour la mise en sécurité de l'installation, et de 8,1 fois 10 puissance moins 4 pour l'emballement de la réaction, selon le schéma de défaillance successive, avec une somme de probabilité de 0,1. Ce qui veut dire que cette fois-ci, on va avoir une probabilité d'emballement qui va être de 8,2 fois 10 puissance moins 5 plus 8,1 fois 10 puissance moins 4, soit de 8,9 fois 10 puissance moins 4, soit environ 3 fois inférieur au cas initial. Donc si on augmente le nombre de capteurs et qu'on les met indépendamment les uns des autres, et bien du coup, on divise par 3, donc par le nombre de capteurs qu'on a mis, la probabilité d'emballement. Donc le système est mieux protégé. Pour la partie 4.2, je vous mettrai le corrigé sur ma doc, et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.